Now I would like to introduce you to our panelists, Dr. Elizabeth Hendren and Dr. Adrienne Gamlin. Dr. Hendren completed a medical school at the University of British Columbia and her internal medicine and nephrology training at the University of Toronto, where she is a senior nephrology fellow. She has a special interest in pregnancy and women's health in kidney disease, and her research focuses on improving the attitudes and knowledge of physicians toward women's health. She currently sits on the CURE-GN Women's Health Working Group with a focus on improving the care of women with glomerular diseases. Dr. Gamlin is a reproductive endocrinology and infertility specialist at Aurora Reproductive Care in Saskatoon, Saskatchewan. After completing fellowship training in reproductive endocrinology and infertility at the University of British Columbia, she returned to participate in practice in Saskatoon. She's a founder and medical co-director of Aurora Reproductive Care, and she's an assistant professor and REI postgraduate program coordinator in the Department of Obstetrics and Gynecology at the University of Saskatchewan. Her clinical interests include polycystic ovary syndrome, assisted reproductive technologies, and fertility preservation. Dr. Hendren will start the presentation with her slide deck, and Dr. Gamlin will share her screen and presentation. Okay. Thank you so much, everybody. It is my sincere pleasure to be presenting here today the work that we're doing with women's health and chronic kidney disease, and to just chat more about how you can think about your fertility and planning to have the family that you want while also having kidney disease. So first off, I have no financial conflicts of interest. And I also would like to acknowledge that I'm currently in Toronto, Ontario, which is the traditional territory of many nations, including the Mississaugas of the Credit, the Anishinaabe, the Chippewa, the Haudenosaunee, and the Wendat people. And it's also now home to many diverse First Nations, Inuit, and Métis people. And Toronto is also covered by Treaty 13 with the Mississaugas of the Credit. And so that's so important in terms of thinking about where we're sort of situated within Canada right now. So it may not surprise you that physicians have not always been the most supportive when it comes to counseling women about pregnancy in the context of having chronic kidney disease. And it has gone as far as to be formally published in 1975 in the literature that children of women with renal disease used to be born dangerously or not at all, and not at all if doctors had their way. But the good news is that I'm here to tell you today that people with kidney disease can have children, people on dialysis can have children, and people with transplants can have children. And even though my area of specialty is sort of quote unquote women's health, I think it's really important to acknowledge that not all people who are able to have children or who do have children identify as a woman, and that this is really important to be, we want to be inclusive of all genders who have children. And so throughout this presentation, I will be trying to use sort of more gender inclusive language and sort of referring to you as opposed to specific genders of people that are able to have children. But the good news is that you can have children in the context of kidney disease at any point in your journey. So the goal of the talk today is to cover three main areas from the kidney disease perspective. So one is, should you get pregnant? And this is going to be going through what some of the risks of pregnancy are in the context of chronic kidney disease. The next thing we're going to talk about is, when should you get pregnant? And so if you've learned about the risks and you would still like to grow your family, what is the right time for you to be thinking about making that decision? And then finally, who should you talk to before you get pregnant? So how do you establish all of your ducks in a row to make sure that you have the best pregnancy outcome possible?
And I think that one of our patients, Maddie, can explain this better than I. So I'm going to just show you a patient perspective about having a pregnancy on dialysis. I'm just going to move it a little. Being on dialysis after a year, I was healthy enough to start trying to have kids. My doctor really instilled a lot of confidence in me in being able to have a baby. She said it's completely possible, and if it's what you want. Right at the beginning, she said, there's no reason for us to think that you can't. Like, you might think that because of all this, you wouldn't be able to, but try, and if it works, okay. And if it doesn't, well, then we have all these other options we'll investigate. But don't assume that you can't, right at the beginning, which for me was like, oh, all right. I have 0 kidney function, so there's no chance of the baby ruining whatever kidney function I have left. The biggest challenge for me so far being pregnant has been managing dialysis. It's harder on my body when I'm pregnant because my body is working so hard to do so much, and it's something that I have to recover from every single day, and so I have been getting a lot of headaches throughout this pregnancy, and it's been getting better. I don't know what's changed, but I've been getting less headaches, and so I just take it a day at a time. I just focus on one day at a time. I just need to survive today, and tomorrow is going to be another day. It is manageable, and people tell us, how are you going to manage? And I say, I don't know, we just are. Like, yeah, day at a time. We'll figure out how to roll with it. It'll be complicated, yeah, but kids are, full stop, I think. So, sure, this adds a layer of complexity, but complexity is interesting. And we can hack it, I think. Yeah, give her. So I think as Maddie puts it, so there are complexities with having a child, and I think that dialysis really highlights sort of the most complex possible sort of version of having children in chronic kidney disease, but that it is very much possible. And I think as long as you are aware of what those complexities are, you know, and you can work with your doctors to really optimize your outcomes. And so we're going to talk a little bit about what are some of the concerns that you might need to think about when planning for deciding if pregnancy is the right decision for you. And so in our clinic, when we're counseling women with kidney disease about pregnancy, we like to talk about three main pour une grossesse, nous leur parlons de 3 risques principaux. D'abord, le risque de perdre leur fonction rénale, surtout pour les femmes qui ont des insuffisances chroniques. Et on parle aussi des risques de complications de grossesse. Qu'est-ce que ça a l'air, une grossesse quand on a une insuffisance rénale, et finalement, quelles sont les complications pour le fœtus? Quels sont les dangers pour le bébé qui pousse en vous? Alors, les risques peuvent être diminués, sont gérables, et dans le cas d'une grossesse bien suivie, ces risques sont vraiment minimisés. Donc, ce à quoi vous voulez penser, c'est la perte possible de fonction rénale. La grossesse peut augmenter le stress pour les reins, spécialement au 3e trimestre. Si vous avez des pertes de fonction rénale, ça va peut-être vous pousser plus près de la dialyse ou de la greffe, mais tout dépend de l'étape à laquelle vous en êtes au niveau de votre maladie rénale. Donc, le risque est relativement faible de perdre votre fonction rénale pendant la grossesse. Vous pouvez voir également qu'il est possible qu'avec un GFR de 45 ou moins, la décision de continuer la grossesse, ça peut être plus compliqué. Êtes-vous prêt à envisager ce risque d'avoir une fonction rénale diminuée pour être enceinte? Les femmes commencent parfois avec des maladies rénales avancées, mais
souvent à la fin de la grossesse, au troisième trimestre, la maladie rénale devient plus grave. Mais si vous avez besoin d'une dialyse à la fin de la grossesse, il y a peu de chances que vous reveniez à l'état précédent après votre grossesse. Donc, il faut prendre ça en compte. Ce n'est pas une décision simple, mais c'est très individualisé. Comment modifier votre risque? Eh bien, c'est de travailler avec des gens avant votre grossesse pour réduire votre tension artérielle. Bon, si vous avez plus de 140 sur 90, vous pouvez utiliser des médicaments qui vont réduire cette haute tension. Si vous avez beaucoup de protéines dans votre urine, généralement, on considère 1 gramme par jour. Si vous avez plus de cela, il faudra y travailler. Mais si vous avez une fonction rénale qui fluctue, ou une maladie rénale plus avancée qui influence votre fonction rénale, eh bien, les risques seront peut-être un peu plus élevés que quelqu'un qui ne souffre pas de ces problèmes. Donc, il faut vraiment parler à votre docteur, de voir comment vous pouvez optimiser vos paramètres rénaux avant la grossesse et comprendre quels seront les risques pour vous et pour votre maladie. Il y a d'autres choses à prendre en considération. C'est au niveau des médicaments. Il y a certains médicaments qui ne sont pas les meilleurs en cas de grossesse. Donc, vous voudrez parler à votre néphrologue ou à votre pharmacien avant de penser à devenir enceinte. Il y a la mycophénolate, par exemple, qu'on appelle aussi Felsapt, MMF, qui peut causer des avortements spontanés. Donc, ce médicament-là ne peut pas être pris pendant que vous essayez de devenir enceinte. Il faut arrêter au moins 6 semaines à l'avance. Donc, il ne faut pas arrêter ça immédiatement, essayer de tomber enceinte, mais il faut parler à votre médecin pour voir ce qui peut être fait. Autre chose également, certains médicaments pour la tension artérielle, les inhibiteurs S et autres, ne sont pas non plus sécuritaires en fin de grossesse après 8 semaines. Donc, il faudra voir et continuer jusqu'à ce que vous ayez un test de grossesse positif. Mais, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas seulement que de mauvaises nouvelles. Il y a des médicaments que vous pouvez utiliser tant pendant la grossesse que pendant l'allaitement. Et il y a des ressources disponibles sur le site web de l'Ontario, le site web rénal de l'Ontario. Donc, vous pouvez revoir avec votre pharmacien, votre médecin, ces différentes alternatives s'il y a certains médicaments que vous prenez déjà. Donc, ça m'amène à parler d'une grossesse pendant une dialyse. Lorsque vous pensez devenir enceinte, quand vous êtes sous dialyse, il faut considérer que les femmes sous dialyse ont peut-être un peu plus de temps de difficulté à devenir enceinte. Dr. Gamlin va en parler un peu, mais c'est possible. Et si vous n'avez pas un cycle menstruel régulier pendant que vous êtes en dialyse, il faudra peut-être que vous augmentiez la routine de dialyse pour avoir une routine plus intense, pour restaurer votre fertilité. Il y a différents types de dialyse pour les femmes qui veulent tomber enceintes. Il y a des médicaments qui peuvent vous permettre d'avoir une grossesse normale. Donc, si vous êtes en dialyse péritonéale, il faudra peut-être que vous parliez à votre médecin pour passer de la dialyse péritonéale à l'hémodialyse avant de penser à la conception. Et une fois que vous serez enceinte, généralement, vous voudrez augmenter la routine d'hémodialyse jusqu'à 36 heures par semaine. Nous savons qu'à 36 semaines, c'est là qu'on a les meilleurs résultats, mais il faut augmenter la dialyse par rapport à la dialyse normale. Donc, c'est une dialyse plus intensive si vous voulez que ce soit sécuritaire pour le bébé qui grandit en vous. Il faut augmenter la dialyse pour éliminer les toxines davantage. Et finalement, troisième étape au niveau de la maladie rénale, vous pouvez être enceinte après une greffe. Et il y a beaucoup de femmes qui retrouvent leur fécondité, retrouvent un cycle menstruel régulier après la greffe. Mais c'est important que vous compreniez qu'il faut
s'assurer que vous ne deveniez pas enceinte sans en avoir d'abord parlé à votre médecin, avoir changé votre médication et on vous demandera probablement de s'assurer que vous ayez une fonction rénale stable au moins 1 an après la greffe. Et finalement, il y a aussi la possibilité que vous développiez une réponse d'anticorps contre le gène de votre partenaire qui peuvent vous rendre plus sensible à une transplantation ou une greffe plutôt ultérieure. Mais malheureusement, pour certaines femmes, elles ne sont pas sensibilisées. Pour d'autres, elles sont très fortement sensibilisées. Ça, on ne peut pas prévoir ce que le risque sera, de quelle façon votre corps réagira, si vous serez davantage sensibilisé ou non. Alors, vous avez également définir quelles sont vos priorités en termes de famille. Donc, il faut prendre ça en compte aussi. Et finalement, si vous perdez vos fonctions de greffe rénale pendant une grossesse, eh bien, ça ne vous sera pas reproché quand vous... en fait, ça ne vous empêchera pas d'être candidat à une greffe ultérieure. Donc, ce sont les risques pour vous pendant la grossesse, risques qui peuvent survenir ou non. Et, donc, les 2 plus grands risques en termes de grossesse, c'est l'hypertension gestationnelle, et donc une tension artérielle élevée, et ça peut se produire tout au long de la grossesse. Il y a aussi ce qu'on appelle la préclampsie. C'est une condition où un stress placental, c'est-à-dire ce qui relie le bébé à la mère, augmente la tension artérielle et puisse être dommageable pour la mère. Donc, au 3e trimestre, les demandes sont accrues pour le placenta. Parfois, ça augmente la tension artérielle et peut causer des maux de tête, des problèmes au niveau rénal, tout cela. Donc, il faut savoir que c'est un risque. Et c'est pour ça que vous devriez être suivi avec un obstétricien qui est conscient des risques, des cliniques multidisciplinaires où il y a des néphrologues, des obstétriciens, où on suivra votre progression parce que vous voulez que les équipes soignantes travaillent ensemble. Donc, il y a quelqu'un qui va s'occuper de la mère et l'autre équipe va s'occuper du bébé. Et il y a des choses qu'on peut faire pour réduire le risque, l'utilisation d'aspirine, par exemple. Il y a des choses qui peuvent être faites, modifiées pour vous pendant votre grossesse et de façon contrôlée. Mais bon, nous ne voulons pas que vous fassiez dire que vous êtes enceinte de 24 semaines et que là, on doit faire de gros changements pour vous, pour atténuer les risques. Et finalement, les gens s'inquiètent de ce qui arrivera à leur enfant. Bon, les femmes qui ont des problèmes rénaux ont souvent des accouchements avant terme. Les bébés sont plus petits pour leur âge de gestation. Et au Canada particulièrement, ce risque est très faible. Les femmes qui n'ont pas eu un avortement spontané ou une fausse couche, si vous préférez, au 1er trimestre seront correctes. Mais si vous êtes dans un environnement très contrôlé où tout le monde essaie de tout contrôler, ces facteurs de risque ne seront pas aussi grands. Donc, encore une fois, j'espère que le message que tout le monde comprend, c'est qu'il est possible d'être enceinte quand il y a un bon suivi, d'atténuer tous ces risques. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire et nous allons travailler avec vous pour réduire les risques au maximum.
Et je n'ai pas donné de données particulières sur les chances qu'un enfant soit prématuré parce que c'est très personnel à chaque personne. Ça dépend de l'étape de la maladie rénale et ça dépend d'autres comorbidités, d'autres facteurs. Donc, certaines personnes ont des risques beaucoup plus faibles, d'autres ont des risques beaucoup plus élevés. Donc maintenant, vous savez quels sont les risques. Mon idée, ce n'était pas de vous faire peur. Les femmes et les gens en général qui veulent avoir des enfants, parfois ont des maladies rénales. Si vous voulez devenir enceinte, eh bien, vous savez à quoi vous en tenir. Et si vous pensez à une planification familiale, un planning familial, il y a deux choses à considérer. Donc, il faut contrôler la maladie. Donc, si vous avez une insuffisance rénale chronique, vous voulez vous assurer que ce soit bien contrôlé dès le départ, avant d'amorcer la grossesse. Et ça va réduire le niveau de risque de votre grossesse et ça va également réduire le besoin d'utiliser des médicaments pour contrôler le tout. Si vous êtes sous dialyse, vous voulez être stable ou stabilisé en hémodialyse avant de commencer à prévoir une grossesse. Et si vous prévoyez une greffe rénale, pensez qu'il faudra que la grossesse vienne au moins 1 an après la greffe. Dans le meilleur des cas, les résultats sont meilleurs après 3 ans. Ce n'est pas tout le monde qui veut attendre 3 ans complets, mais nous avons, dans l'information que nous avons donnée, qu'ils nous disent qu'1 an, c'est un minimum après une greffe. Donc, n'imaginez-vous pas que vous allez avoir une greffe rénale et tomber enceinte la semaine qui suit. Il faut vraiment vous stabiliser après cette greffe. Un dernier point que vous voudrez considérer au niveau de la planification familiale, c'est que certaines maladies rénales engendrent une perte progressive de la fonction rénale. Par exemple, si vous avez une néphropathie de reflux ou une maladie polykystique, dans ces cas-là, la maladie ne va pas s'améliorer avec le temps. Donc, dans ces conditions, vous voulez peut-être considérer avoir les enfants plus tôt, fin de la vingtaine, début de la trentaine, et commencer à planifier votre famille-là parce que vous aurez davantage de fonctions rénales résiduelles à ce moment-là que lorsque vous serez plus âgé. Donc, vous ne voulez pas aller voir le médecin à 40 ans avec une maladie à une étape plus élevée et dire que vous voulez tomber enceinte. Donc, parfois, les femmes viennent nous voir, elles sont plus âgées et elles auraient dû le faire 5 ou 10 ans plus tôt. Donc, si vous prévoyez une grossesse, d'abord, vous devriez parler à votre néphrologue ou néphrologue de greffe. Les choses que vous devriez demander, c'est quels sont les médicaments que vous prenez, est-ce que ça pose des problèmes pour la grossesse, comment vous contrôlez votre tension artérielle, y a-t-il moyen d'améliorer cela, comment se fait le contrôle des protéines dans l'urine, quelle est votre fonction rénale, est-elle stable, non stable, normale, grave ou modérée ou légère. Et vous voudrez peut-être avoir accès à une clinique de counseling pour la grossesse. Quand on est atteint de maladie rénale, il y en a à Toronto, il y en a à Vancouver. Vous aurez accès à des spécialistes et on évaluera également vos risques de façon plus personnalisée. Il y a d'autres spécialistes pour certaines maladies plus complexes. Vous allez aussi parler à vos autres spécialistes, que ce soit un médecin pour le diabète, un cardiologue, un respirologue, un rhumatologue, un endocrinologue. Alors, vous assurez que vous comprenez que toutes ces maladies peuvent augmenter vos risques et vous voulez les avoir sous contrôle. Et Dr. Gamlin va vous parler un peu plus tard d'un spécialiste en fécondité qui regardera avec vous tout cet aspect fécondité, surtout si vous avez des cycles menstruels irréguliers ou un problème de contraception. Donc, j'espère que je n'ai pas fait peur à personne aujourd'hui.
Je voulais simplement que ce soit clair que vous pouvez avoir des Mais enfants, c'est une au sujet de famille, mais il l'équilibre faut avec le risque et vous mettre tous assurer les que vous êtes risques à dans la l'aise balance avec le et il risque faut être à potentiel l'aise, connaître les avant risques de ne tomber potentiels avant enceinte. d'aller de Donc, l'avant en ce sens. Donc, définitivement, dites-le il tôt faut à essayer votre d'aviser votre médecin médecin que auparavant. vous Et donc, on aimeriez espère devenir qu'ils enceinte et auront une regarder approche quelles sont les approches qui vous plus sont parallèle à celle que offertes l'on prend à si vous Toronto. êtes à Toronto. Donc, Bon, et on a évolué en qui 75, vous dit de on ne pas disait tomber enceinte carrément, du vous ne tout. Ben, pouvez donc, pas avoir d'enfants. s'il y a des Maintenant, on risques, sait qu'il y on a peut des vous choses qu'on aider peut à faire pour voir ce qu'on réduire peut les faire pour risques. réduire les risques. Ce ne Par sont exemple, le pas tous médecin les médecins qui seront seront très à l'aise confortables, à à parler de l'aise ça. de On parler a avec ça. vous pouvez Vous prendre devez position vous vous-même, préparer poser une des liste de questions, questions. Donc, les vous adresser à pourrez votre amener une médecin, liste de de questions à sorte que votre même si vous n'êtes pas tout à fait médecin. à Et l'aise s'il n'est pas à d'en l'aise, parler, vous vous lui pouvez demandez dire comment comment est-ce est-ce que que ma la maladie est maladie est contrôlée, est-ce que contrôlée, mes quels sont les médicaments sont, médicaments, quel serait le meilleur font, moment de devenir quel est enceinte. le Et meilleur s'ils ne moyen sont pour moi pas de à tomber l'aise, enceinte. Donc, demandez-leur s'il y a quelqu'un dans la serait ville à plus qui à vous pourrez l'aise, vous donc référer qui peut-être serait de plus à parler à l'aise quelqu'un de d'autre, discuter de dépendant ce sujet de et de savoir vos donc quel est risques. votre risque individualisé. So with that, I'll pass it over. Ceci étant dit, je vais passer la parole à Dr. Camlin et par la suite, on aura le temps pour des questions. Donc, Thank you so much, Dr. Hendren. merci, Dr. Hendren. Good morning, good afternoon. Bonjour, bon après-midi, dépendant de où vous vous trouvez au pays à l'heure actuelle. C'est un plaisir d'être ici. J'aimerais remercier les organisateurs de m'avoir invité au sujet d'enjeux très importants pour les hommes et les femmes dans leurs années reproductives et qui traitent avec les insuffisances rénales. Je remercie Dr. Hendren de cette merveilleuse présentation. Comme Susanna a dit auparavant, je suis spécialiste en soins reproduction, donc j'ai des antécédents en obstétrique et gynécologie et en fertilité, endocrinologie. Et donc, je passe mon temps à travailler avec des gens qui essaient de tomber enceinte ou de faire grossir leur famille de différentes façons, y compris des gens qui sont atteints par des maladies chroniques comme l'insuffisance rénale. Donc, j'aimerais reconnaître que je parle des territoires des Cree et je suis à Saskatoon ce matin. J'aimerais passer du temps, je crois que c'est très important de commencer en révisant les fertilités normales. Donc, de quoi avez-vous besoin pour tomber enceinte? Qu'est-ce qui a besoin d'être là pour que vous puissiez, et à quoi ressemble un cycle menstruel normal, plus particulièrement? Et j'aimerais passer du temps à réviser les façons d'optimiser sa fertilité naturelle. Et on va passer du temps à discuter de l'infertilité et combien de fois ça arrive en général et quels sont les facteurs risques pour les hommes et les femmes qui ont un historique d'insuffisance rénale. J'aimerais parler donc de comment reconnaître lorsqu'on a besoin d'aller chercher des soins en fertilité ou dans votre région. Et je vais passer du temps à souligner des options de traitement en fertilité et certaines implications de maladies ou des insuffisances rénales. De quoi est-ce que vous avez besoin pour tomber enceinte? Bien, pour revenir à la base, on a besoin en santé, et donc on a besoin d'ovuler régulièrement. On a besoin d'un sperme en santé qui bouge. On a besoin d'un utérus normal et des tubes Fallope normaux. Donc, l'œuf fertilisé doit être capable de s'implanter et on a besoin donc de pouvoir avoir des relations sexuelles au bon moment. Le cycle menstruel,
C'est un truc merveilleux et complexe, mais simplement pour résumer ce qui se passe pendant un cycle normal. Le cerveau envoie un signal à l'ovaire qui lui dit de fabriquer un œuf. Et donc, en réaction à ce signal du cerveau, l'œuf commence à grossir dans l'ovaire. Et il y a des structures autour de l'œuf qui produisent des hormones qui sont impliquées dans le système de signalisation et dans le développement de l'utérus et la préparation de l'utérus pour l'implantation d'un œuf fertilisé. Lorsque l'œuf arrive à maturité, le cerveau envoie un signal qui dit à l'œuf de laisser aller, d'être dégagé. Il s'en va donc dans les trompes de Fallope. Et après ça, donc l'œuf commence à dégager une autre hormone qui s'appelle la progestérone, qui était également impliquée à préparer l'utérus pour l'implantation de l'œuf fertilisé. Après que l'œuf soit dégagé de l'ovaire, en fait, il n'est pas dégagé directement dans les trompes, mais dans une cavité. Les trompes de Fallope sont les petits trucs au bout qui amènent l'œuf dans la trompe. Et c'est là où se produit la fertilisation. Et donc, l'œuf fertilisé voyage jusqu'à l'utérus, attend là pour un petit bout, se développe et arrivé à peu près au 6e ou 7e jour après le dégagement de l'œuf, si l'œuf est en santé, normale, et l'implantation dans l'utérus se produit et donc l'œuf fertilisé se colle aux parois de l'utérus. Et à ce moment-là, ça commence à dégager des hormones qui disent à votre corps, OK, je suis ici, je vais rester ici. Laissez pas les menstruations démarrer parce que je veux rester ici. Et donc, ça va vous dire que donc, sinon, s'il n'y a pas d'implantation, donc l'ovaire se referme parce qu'il n'y a pas d'hormones là qui retiennent. Donc, il y aura une menstruation qui démarrera et tout le cycle recommence. C'est important de savoir, plus particulièrement dans le contexte de l'insuffisance rénale, quel est le cycle menstruel normal? Comment est-ce que je sais si ces choses-là se passent dans mon corps? Donc, la durée normale d'un cycle menstruel, c'est variable. On dirait une durée normale d'être entre 21 et 25 jours du début d'une menstruation jusqu'à l'autre. Le début du cycle où l'œuf se développe et subit tous les changements hormonaux avant d'ovuler. Cette partie-là, ça peut prendre entre 7 et 21 jours. La deuxième partie du cycle, après l'ovulation, où l'œuf est peut-être en train de se fertiliser puis voyager jusqu'à l'utérus pour s'implanter, ça, c'est un petit peu plus précis ou réglé. Donc, ça se trouve à peu près autour de 14 jours pour la plupart des femmes. Et donc, plusieurs couples, lorsqu'ils essaient de tomber enceinte au départ, ils ne sont pas vraiment à penser à quel moment ils ont des rapports sexuels ou quand ils devraient essayer. Ils sont ensemble souvent, puis ils espèrent qu'il y aura grossesse. Mais je pense que c'est important de considérer le bon moment et à savoir si vous avez un cycle normal, un cycle menstruel, lorsque initialement vous essayez de concevoir. Plus particulièrement, si vous pensez que vos cycles sont un petit peu irréguliers ou si vous avez une insuffisance rénale plus avancée, vous êtes sur la dialyse. Donc, il y a différentes façons de surveiller son corps pour des signes d'ovulation. Je pense que une des choses les plus faciles et rapides, c'est la méthode du calendrier. Donc, c'est bien de garder en liste vos menstruations quand ça commence, combien de temps ça prend entre les menstruations. On appelle ça la durée du cycle.
et d'avoir une idée, est-ce que mes menstruations sont aussi régulières que je pense? Est-ce que ça passe de façon prévisible ou bien plus irrégulière que je le croyais? Il y a beaucoup d'applications qui sont disponibles et qui vont surveiller votre cycle, mais également identifier la fenêtre de fertilité mensuelle basée sur ce que vous avez déjà dit au niveau des durées normales des cycles. Il y a des femmes également qui qui surveillent leurs symptômes pour aider à comprendre ce qui se passe dans leur corps au moment de l'ovulation. Alors, donc, vous êtes en train de pister vos cycles avec une application, puis vous avez une idée de OK, voici mon application. Elle me dit c'est là où ça me dit que je devrais être en train d'ovuler. Donc, vous pouvez essayer de trouver d'autres symptômes qui accompagnent ça. Les choses les plus faciles à surveiller sont des trucs comme des petites crampes au pelvis au moment de l'ovulation. Ça pourrait peut-être localiser d'un côté ou de l'autre, possiblement. Il y a des femmes qui vont remarquer qu'il y a des liquides qui peuvent se libérer, quelque chose de blanc et blanchard et qui s'étire. Et feel for the position of the cervix and whether or not the cervix is open. And there are many great books and websites that can help with symptom monitoring for ovulation. The other way to potentially monitor for ovulation is with what we call ovulation predictor kits. And these are available at mostly grocery stores and pharmacies. You can get them online as well. And ovulation predictor kits are test kits that monitor for the levels of the hormone that tells your ovary to release the eggs. So it's urine testing. And so, I mean, there's only certain situations in chronic kidney disease where this is appropriate. If you're not making much urine because you're on dialysis, this is not very helpful. But if you have pretty regular cycles and you know, relatively good kidney function without dialysis, then you can pee on the stick and the kits will tell you when the hormones are in a range where ovulation is likely. Some women will also do something called basal body temperature monitoring, where you take your temperature every morning, and after ovulation, the body temperature will usually shift upwards by, you know, a pretty subtle amount. But if you're monitoring regularly, you will notice these changes, and that doesn't really help you to time intercourse, because the temperatures don't rise until after the egg is released, but it will, you know, potentially after monitoring this for 2, 3, 4 months, give you a better idea as to whether you're ovulating or not. So, I mean, certainly as far as monitoring your cycle, you don't have to do any of these things. You certainly don't need to do all of these things. But if you're starting to think about getting pregnant, or if you've decided you are ready to try and get pregnant, these are different ways that you can monitor the menstrual cycle and get an idea of whether the cycles are regular and whether you are actually growing and releasing an egg. As far as the optimal timing for intercourse when you're trying to conceive, I mean, it needs to be around the time of ovulation. You know, you don't necessarily need to get too scientific about it, particularly initially when you're starting to try to conceive. But, you know, as a fertility specialist, we would say the optimal timing to start trying to conceive is around 3 or 4 days before ovulation is expected. Sperm is very robust. It lasts for a long time in the female reproductive tract. And so, you know, even 3 or 4 days later, after intercourse, there will be some sperm there. So that's sort of, it's nice to get started a little bit early. And you can decide
you know, when to start based either on your previous cycles or ovulation kits if Vous you're using. pouvez décider en fonction de votre ovulation, la trousse d'ovulation. Et vous pouvez décider à ce moment-là de vous essayer pendant 3 ou 4 jours parce que le sperme va être capable d'attendre quelques jours. Le sperme dure 2-3 jours. Avoir une relation. Et une fois que la fenêtre se ferme, pendant cette période, et lorsque l'ovulation est terminée, ça doit être récréationnel. Les relations que vous aurez seront purement récréatives. Bon. Bon. Et donc, si vous avez décidé que vous vouliez devenir enceinte, donc vous ovulez, vous êtes régulier. De comprendre tout ce que vous devriez essayer de faire pour devenir enceinte. Mais il y a d'autres façons d'optimiser. Vous pouvez optimiser votre fécondité beaucoup de ceci a été couvert par Dr. Hendren, mais c'est très important que dans le contexte le contexte d'une insuffisance rénale chronique, maladie chronique rénale, il y a des femmes qui vont tomber enceintes comme ça, de façon inattendue, ou qui n'ont pas vous n'êtes pas tombée enceinte, vous n'avez pas eu l'avantage d'avoir un spécialiste avec lequel consulter auparavant. Je pense qu'à la fin de cette présentation de Dr. Hendren et moi, le message sera donc planifier, optimiser. Donc, assurez-vous que votre insuffisance rénale est stable. Donc, assurez-vous d'être stable dans la meilleure étape possible et que vous soyez et que vous êtes sur les bons médicaments pour vous pendant la grossesse. Et vous voulez également optimiser d'autres conditions médicales que vous puissiez avoir. Donc, peut-être aller voir votre médecin, voir que toutes vos maladies sont sous contrôle. Si vous avez du diabète, par exemple, vous les assurer que votre glycémie est optimisée parce que ça peut avoir un effet dans les grossesses également. On veut essayer d'être dans un bon poids santé et on sait que certaines de ces conditions qui sont plus fréquentes, avec le préeclampsia, on a parlé de surpoids également, donc c'est important d'avoir une bonne diète, d'avoir de l'exercice physique régulier, d'ovuler régulièrement. On veut que les femmes prennent de l'acide folique avant la grossesse, donc d'avoir des vitamines et même avant de ne tomber enceinte. Et c'est toujours une bonne idée de couper toutes les mauvaises habitudes. Donc, si vous fumez des cigarettes ou vapotez, soit de la nicotine ou autre, c'est le moment d'arrêter et minimiser votre alcool, arrêter le cannabis ou toute autre drogue récréationnelle. Et donc, vous voulez être en la meilleure forme possible avant de tomber enceinte et de vous débarrasser de vos mauvaises habitudes. En général, c'est toujours une bonne idée de discuter, à savoir si l'immunisation doit être mise à jour avant de tomber enceinte avec votre médecin, votre néphrologue ou quiconque, le docteur que vous voyez plus régulièrement. Donc, l'infertilité est définie comme étant l'incapacité de concevoir un bébé ou donc après 1 an d'essai. Donc, les gens qui essaient de concevoir, c'est 1 sur 6 des couples, il y a un impact de 10 à 15 %. Donc, plus on est vieux, l'enjeu d'infertilité ou la difficulté de conception est toujours à la hausse et toujours donc avec l'âge. Et la raison étant que, principalement en raison des facteurs féminins, plus particulièrement en raison de la qualité des œufs.
Les enjeux de l'infertilité sont dans la population en général, chez les hommes et les femmes avec des insuffisances rénales peuvent être résulter de différents facteurs. Ce qui est le plus commun sont des enjeux d'ovulation, des problèmes de dégagement de l'œuf et des maladies du pelvique, donc des dysfonctions des trompes de Fallope, des anomalies du sperme, donc ça vient de l'homme. Il y en a dans un tiers jusqu'à la moitié des couples qui ont des problèmes et plein de trucs non expliqués où on appelle ça donc des problèmes non expliqués de fertilité. Comme c'est le cas avec plusieurs conditions concurrentes, l'infertilité n'est pas vraiment bien étudiée ou bien reconnue dans le contexte de l'insuffisance rénale chronique. Donc, c'est très commun avec les gens qui sont à la fin de leur maladie rénale, donc sur la dialyse, ou qui a eu récemment une greffe de rein. Et ça se produit probablement davantage également ou aussi dans les stages plus précoces de la maladie, mais c'est moins bien reconnu dans ce contexte-là. Mais c'est certain que c'est plus commun dans les stages plus tardifs de la maladie. Donc, je dis ça avec un grain de sel. Je ne dirais jamais à une personne en âge de reproduire qui ne peuvent pas concevoir ou qui ne peuvent pas tomber enceinte ou rendre quelqu'un enceinte. Si on ne veut pas tomber enceinte, on devrait faire quelque chose pour empêcher la grossesse, même si vous êtes en dialyse ou vous avez une greffe. Il y a plusieurs raisons pour avoir des problèmes d'infertilité de façon plus commune. Une grande partie, c'est dû au cerveau qui envoie des signaux anormaux, donc au niveau des hormones. Et dans plusieurs conditions chroniques, les cycles menstruels sont anormaux à cause du stress chronique sur vos corps. Ça peut avoir un impact sur les signaux du cerveau aux organes. Et ça se passe souvent donc, dans le cycle menstruel qui sont prolongés. Donc, ça peut avoir un impact sur la façon de la production des hormones. Et avec les changements hormonaux, je pense qu'il y a une autre séance sur les fonctions sexuelles avec l'insuffisance rénale, mais les hormones peuvent avoir un impact sur la libido ou les fonctions sexuelles. Et donc, si vous n'avez pas de rapport sexuel aussi régulièrement, les femmes avec des insuffisances rénales, ils n'ont peut-être pas autant d'œufs pour des raisons qui ne sont pas vraiment comprises. Et puis, si par exemple, vous retardez de tomber enceinte en raison de votre insuffisance rénale ou bien que vous attendez une greffe, il y a des changements dus à l'âge donc l'infertilité sera peut-être accrue. Et également avec les anomalies du système de signalement, il y a également une réduction dans la qualité du sperme. Et si les hormones ne disent pas aux testicules de produire de la testostérone pour la libido et les fonctions sexuelles, encore là, la fréquence de rapports sexuels est moindre et les fonctions sexuelles sont moins bonnes. Donc, j'avais une question. Je pense que ce serait un bon moment de faire un sondage. Et voilà, je vais donc mettre les questions sondage qui sont traduites.
Donc, avec qui vous sentez-vous le plus à l'aise pour discuter des questions de fertilité? Donc, votre néphrologue, médecin de famille, infirmière en néphrologie, gynécologue, pardon, ou amis et famille. Est-ce que ces résultats ont été partagés? Oui, ce sont les résultats. Très bien. Donc, il semble que presque égal entre le néphrologue, le médecin de famille et le gynécologue. Quand avez-vous besoin de songer à avoir accès à des services de fertilité? Je pense que en général, ça dépend de votre âge. Donc, je dis, si vous avez en deçà de 35 ans, puis vous essayez, ça fait 1 an que vous essayez de concevoir, puis vous n'avez pas réussi, ce serait peut-être un moment important d'envisager de demander de l'accès à l'infertilité, l'aide à l'infertilité, mais comme on voyait, malgré qu'on dise que ça peut prendre plus de temps, on ne veut pas retarder une rencontre avec quelqu'un pour discuter d'évaluation et d'options. Donc, si vous avez de 35 à 39 ans, envisagez de procéder à l'accès à de l'aide de façon plus précoce. Et si vous avez au-delà de 40 ans, je conseille de ne pas attendre du tout. Si vous ne tombez pas enceinte tout de suite, envisagez d'aller chercher de l'aide auparavant. Et si vous n'avez donc pas vos cycles menstruels et vos cycles donc, sont très longs, donc plus qu'aux 35 jours, si vous n'avez pas du tout de règles, donc demandez de l'aide immédiatement. N'attendez pas. Et si vous n'avez jamais été traité avec des médicaments qui peuvent endommager le cycle, donc avec la cyclophosphamide, par exemple, ou bien si on ne vous a jamais dit, à titre d'homme ou de femme, on ne vous avait jamais dit que vous avez des problèmes de fertilité. Donc, envisagez de voir un spécialiste. Et ça, on peut le discuter, en discuter avec n'importe qui. Donc, des références, ça peut venir du médecin de famille ou d'une infirmière praticienne ou d'un spécialiste, comme par exemple le néphrologue. Ou, si vous voulez voir quelqu'un d'autre, ça peut être un autre spécialiste. Ils peuvent envoyer la référence avec les détails sur votre condition médicale. Et si vous avez été référé pour voir un spécialiste à des grossesses à haut risque à ce moment-là aussi. So what happens when you meet with someone like me? Que se passe-t-il si vous rencontrez quelqu'un avec un spécialiste? Donc, on commence avec une consultation. La plupart des consultations se font de façon virtuelle, donc par téléphone ou vidéoconférence. Donc, notre travail, c'est d'évaluer les préoccupations. Les gens qui essaient de tomber enceinte, on va même leur parler, donc avant qu'ils essaient de concevoir. Et plusieurs personnes planifient leur grossesse. Ils auront peut-être du temps pour optimiser leur maladie rénale, mais c'est également le bon moment de parler à un spécialiste. Donc, on commence avec un historique complet pour vous-même et vos partenaires, si vous en avez un. Et c'est toujours aidant si vous pouvez avoir beaucoup de détails, par exemple avec une liste de médicaments et la plupart des gens, pour la majorité des gens, c'est accessible et ils peuvent en avoir une copie. Et si vous vous sentez intimidé au sujet de l'idée d'être avec un spécialiste en fertilité et vous vous inquiétez de l'intimité ou de l'examen, ou vous ne voulez pas être à examen, je peux vous rassurer qu'en général, à la première visite, c'est seulement une consultation, il n'y a pas d'examen physique. Et ça serait plus loin dans le temps, ça. On fait exactement un historique détaillé de ce qui s'est passé par le passé, ce qui se passe présentement. C'est bien, ça aide beaucoup si vous avez pisté vos cycles menstruels comparé à d'autres. Ça peut prendre de 1 minute à 1 heure.
nous avons fait des tests, même si vous avez eu des problèmes de fécondité, ou nous allons le faire dès le début du cycle, ou au moment où vous auriez dû en principe ovuler. Nous allons également faire des tests pour les maladies infectieuses avant de faire un traitement de fertilité. Pour tous ceux qui sont impliqués, c'est-à-dire les personnes, leurs partenaires, s'ils en ont un. Et vous aurez probablement une échographie pelvienne ou d'autres tests du genre. Il y a maintenant différentes façons de faire tout cela. Nous allons faire des tests des trompes de Fallope et des tests au niveau du sperme aussi. Donc, ça prend un mois et quelques. Ça dépend toujours du cycle menstruel. Donc, je pense que je répète ce que le Dr. Hendren a déjà dit, même avant la grossesse, avant de commencer une thérapie de fécondité. On va davantage se concentrer sur une approche d'équipe, voire à recueillir les informations, les conseils qui vous ont été donnés par votre équipe soignante, néphrologue, médecin de famille. Si vous n'avez pas vu un obstétricien pour grossesse à risque élevé ou d'autres spécialistes de médecine maternelle, nous voudrons travailler avec ce genre de spécialistes ainsi que les autres spécialistes pour différentes maladies. Donc, on demandera peut-être que les dossiers nous soient envoyés, on leur demandera peut-être de recueillir certaines informations. Bon, quand on a passé après le processus de consultation, les tests, la cueillette d'informations, il y aura un suivi qui sera planifié pour qu'on puisse discuter des résultats des tests, revoir le pronostic de grossesse. À ce moment-là, on parlera peut-être des différentes options de traitement pour la fécondité. Ou si c'est quelque chose qui vous intéresse à ce moment-là. On parlera également du coût des traitements de fécondité parce que dans beaucoup de provinces, ces traitements ne sont pas assurés. Ou du moins une partie de ces traitements n'est pas assurée. Nous allons également discuter des effets du traitement sur votre insuffisance rénale chronique et vice-versa, parce qu'il y a certaines implications des traitements de fécondité sur la maladie. Je pense que c'est important de savoir que la consultation et les tests ne vous engagent à rien. Donc, ne vous attendez pas à ce que vous allez passer à travers tout ça et que nous, on s'attende à ce qu'il se passe quelque chose en bout de ligne. On recueille l'information pour la planification quand vous voulez devenir enceinte. Nous voulons recueillir des informations pour voir quelles sont vos chances de grossesse. Mais tout commence à essayer de voir où on en est. Bon. De façon générale, c'est un peu difficile de dire quels seront les traitements qui vous seront offerts. Ça dépend toujours de votre problème de fécondité, votre âge, vos préférences, les risques en général, risques sur votre fonction rénale en particulier. On est possible, quand vous parlez de traitements relativement simples, médicaments oraux, pour encourager l'ovulation. C'est un problème au niveau de la signalisation neuronale avec votre cerveau. On vous donnera peut-être un médicament sous injection pour encourager l'ovulation. Mais il est possible, il y a des procédures qui existent pour ça, pour aller placer le sperme dans l'utérus, donc une insémination intra-utérine à certains moments du mois ou de la on parlera peut-être aussi de fertilisation in vitro ou la fécondation de l'ovule se fait à l'extérieur du corps. On va vous expliquer quelles sont les implications de la maladie rénale dans les traitements de la fécondité. Surtout, nous allons discuter de l'importance d'éviter des grossesses multiples. Donc, certains traitements de la fécondité augmentent le risque d'avoir des jumeaux ou même des triplés. Donc, la grossesse, c'est difficile pour vos reins, mais des jumeaux, une grossesse de jumeaux, c'est encore pire pour vos reins. Donc, on essaie d'éviter ce genre de situation.
Nous allons vous demander de consulter votre néphrologue pour voir quels sont les médicaments qui sont nécessaires pendant ces traitements de fécondité. Et il y a des risques de complications qui peuvent influencer la fonction rénale. Donc, on voudra essayer d'atténuer ou de réduire ces risques pour qu'on n'endommage pas davantage les reins. Et en bout de ligne, si vous décidez que vous ne voulez pas prendre le risque d'une grossesse parce que vous avez une maladie rénale en stade avancé ou même au début de la maladie, vous voudrez peut-être considérer une mère porteuse, que quelqu'un puisse porter ce bébé pour vous. C'est un processus un peu complexe, mais je voulais que vous sachiez que c'est quelque chose qui pourrait être discuté, même être une option. Alors, j'ai mis certaines des références que j'ai utilisées pour cette présentation. Je pense que le message à nouveau, et vous avez entendu M. Cameron en parler aussi, c'est la planification. Assurez-vous que vous rencontrez les bonnes personnes, ces gens qui prendront soin ou prennent soin des femmes atteintes d'insuffisance rénale chronique dans le suivi de leur grossesse. On pourrait même y retrouver un spécialiste de la fécondité pour maximiser les résultats, enfin les résultats que vous voulez obtenir. Voilà, donc, je vais arrêter le partage d'écran et je vais redonner la parole à Susanna. Merci beaucoup, Dr. Cameron et Dr. Hendren. Nous apprécions vos présentations. Nous avons des questions, mais nous avons une autre séance qui commence à 12h30, pardon, à 1h30. Donc, je veux simplement vous rappeler, ceux qui n'ont pas posé de questions et veulent le faire, levez la main. Vous pouvez appuyer sur le petit icône avec la main levée ou dans votre barre d'outils, le plus où il y a levé la main. Donc, tu veux lire la première question? Oui, l'une des premières questions, c'est à quel point le risque augmente-t-il pour la greffe quand on considère une grossesse après 35 ans? Quel est le risque pour la grossesse? C'est la patiente à plus de 35 ans. Je pense que la suffisance rénale en soi est un facteur de risque, mais on ne se concentre pas trop sur l'âge parce que ça, on ne peut rien y faire. Alors, vous voulez planifier votre grossesse dès que possible. Quand vous êtes prêt à vous faire une famille. Donc, ne vous inquiétez pas trop si vous avez plus de 35 ans, si votre maladie est contrôlée, que c'est le meilleur moment pour vous. Bon, allez-y, vous ne pouvez pas changer votre âge à ce moment-là, mais si vous avez la maladie à 25 ou 28 ans et que vous commencez à penser à une famille, eh bien, pensez-y tôt. Alors, on ne conseille pas les gens de plus de 35 ans dans notre clinique, mais parce que vous êtes à une époque où on appelle la grossesse une grossesse gériatrique, c'est peut-être qu'il y a davantage de risques, mais ça peut faire une différence, mais ce n'est pas significatif nécessairement. Merci. Et suivi là-dessus, y a-t-il quelque chose qui nuit à la greffe? En fait, non, attendez, j'ai mal compris. Je vais vous la lire. On va vous la lire en français. Oui, il y a une question en français. I will tell it in French and after in English. So Eve is on dialysis and she's wondering if there is a fertility specialist in Montreal. Eve est en dialyse, elle se demande si il y a un spécialiste en fertilité à Montréal. Je ne connais
de spécialistes en fécondité à Montréal qui est une expertise particulière ou un intérêt particulier dans l'insuffisance rénale. C'est comme une sous-spécialité. Cependant, je pense que tout endocrinologue et spécialiste de fécondité pourra vous aider si vous êtes intéressé à faire évaluer votre fécondité. Il y a de bonnes cliniques à Montréal pour ça. Et bon, ça dépend toujours où à Montréal vous vivez, mais je sais qu'il y a Procréa et la clinique OVO qui sont excellents à Montréal. L'université a une excellente clinique. Discutez-en avec... il vous dira ce qu'il y a près de chez vous, ce qui est disponible. Mais je suis sûre que vous pouvez avoir un excellent soin en fécondité à Montréal. Autre question que nous avons, c'est beaucoup d'hommes. En fait, il y a une personne qui s'est fait dire par son néphrologue qu'il ne pouvait pas être père, mais finalement, il a eu un enfant. Alors, qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'insuffisance rénale chronique ou de greffe pour la paternité? C'est un bon exemple et ce sont des vieilles idées qui empêchent les gens de fonder une famille. Donc, ça me fend le cœur d'entendre des choses comme ça, mais nous travaillons pour améliorer les compétences des néphrologues dans ce domaine. Mais Suzanne l'a dit, il y avait une question qui a été sautée. On pourra revenir à cette question un peu plus tard pour y répondre, mais pour ce qui est de la fécondité masculine, quand les hommes sont en hémodialyse, bon, on pense que la fécondité masculine serait touchée, mais la meilleure façon de faire, c'est d'aller vous faire un décompte spermatique dans un laboratoire. Ça peut se produire chez des hommes sous dialyse ou qui ne sont même pas sous dialyse. Donc, ce n'est pas impossible du tout qu'un homme sous dialyse puisse être père. Et vous voudrez peut-être savoir quelles sont vos chances d'avoir un enfant. Donc, vous pourrez voir un endocrinologue ou un spécialiste de la fécondité. Et ce qui est bien, vous n'avez pas à vous inquiéter des risques de la grossesse sur votre corps. Donc, les femmes ont un petit peu plus de défis, mais lorsque vous avez fait votre partie de la transaction, si je peux dire ça comme ça, eh bien, c'est fait pour vous. Désolée. Oui, allez-y. J'allais dire à Susanna, peut-être, elle peut répéter la question. Oui, oui. La question, c'était, y a-t-il un meilleur moment au niveau de la transplantation ou de la greffe, pardon, pour devenir enceinte? Les interprètes vont... meilleur moment, on a fait des recherches à Vancouver qui ont démontré que le meilleur moment après une greffe, c'est 3 ans. Donc, votre risque est le plus faible si vous attendez au moins 3 ans après la greffe. Mais nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas 3 ans à attendre. Donc, on dit au moins 1 an. 1 an, c'est le minimum après une greffe rénale. Et si vous pouvez attendre un peu plus, si vous avez dans la vingtaine et que vous avez une période de fertilité plus longue, 3 ans, c'est l'idéal. Mais la plupart des femmes commencent à à être plus pressées. Mais minimum 1 an, mais on peut aller jusqu'à 3 ans, c'est encore mieux. Et Philippe?
No, there is Une no autre question question en in français pour French. nous? Non, on n'a pas No. d'autres questions en français. Alors, je vais passer à la prochaine question alors. Y a-t-il de soutien pour la fertilité et où et quoi? Comme je l'ai dit auparavant, bon, la question des porteuses, des mères porteuses, c'est un traitement plutôt complexe et j'aurais tendance à essayer de ne pas vouloir encourager quelqu'un à aller vers ça. C'est vraiment important si vous considérez tout cela. Si vous n'avez pas encore parlé à un spécialiste de la fécondité, si vous et votre néphrologue ou d'autres spécialistes considèrent que vous n'êtes pas candidate idéale pour la grossesse pour une raison ou pour une autre, c'est important de parler à un spécialiste de la fécondité assez tôt pour voir quelles sont vos options au niveau des mères porteuses au Canada. Vous ne pouvez pas payer quelqu'un pour porter votre enfant. C'est différent dans certains pays. Mais c'est important de travailler avec les bonnes personnes qui peuvent vous expliquer toutes les complexités de cela et de vous aider à comprendre comment identifier une mère porteuse appropriée. Il y a des organismes au Canada qui aident en ce sens. Souvent, et surtout la clinique où je travaille, parce que nous sommes en Saskatchewan et c'est relativement petit, mais nous n'avons pas nécessairement un grand bassin de mères porteuses, mais bon. Ça peut être un membre de la famille, un ami, quelqu'un qui voudra le faire pour aider, mais je ne veux pas vous donner des ressources particulières. Mais si vous avez ça en tête, parlez à un spécialiste, un de vos médecins pour voir ce qui est possible pour vous. Autre question que nous avons, c'est comment pouvons-nous connaître les niveaux de sensibilisation après une grossesse? Ah, ça, c'est toute une question. En fait, ce n'est que certains patients qui sont sur la liste des receveurs potentiels. Donc, soit ils ont un donneur vivant en tête, pour une transplantation d'un rein provenant d'un donneur vivant ou si vous êtes sous dialyse et que vous êtes sur la liste des donneurs potentiels. Donc, vous avez déjà eu toutes les autorisations et vous n'êtes que dans votre période d'attente. Donc, chez toutes ces personnes-là, le PRA, ce qui est le fameux test qu'on recherche, c'est fait régulièrement. En Ontario, c'est fait 4 fois par année, à tous les trimestres. Ça peut être différent dans la région où vous vivez. Et c'est ce qui est recueilli régulièrement pour les personnes qui sont sur une liste de receveurs potentiels. Sinon, si vous êtes dans la population générale, mais bon, encore une fois, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas changer, vous ne pouvez rien y faire. Ça pourrait être génial de pouvoir vous envoyer votre taux de risque à chacun, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Nathalie? Vas-y. I have one question in French. Philippe, pardon. J'ai une question en français maintenant. Yes. How to boost low libido and vaginal sécheresse? Comment booster la baisse de la libido et la sécheresse vaginale? So, how to boost low libido and vaginal sécheresse? Bon, une faible libido. C'est vraiment un sujet complexe. Un problème qui peut avoir différents facteurs qui vont y contribuer. Il n'y a pas de réponse facile à ce problème. Peut-être en parler à votre gynécologue, à votre généraliste, à votre médecin de famille, votre spécialiste de la reproduction, faire des tests hormonaux, essayer de découvrir quelles sont les raisons pour lesquelles la libido est faible. Il y a des traitements qui peuvent être envisagés pour la sécheresse vaginale, surtout si la principale raison, c'est
une production ovarienne faible. Pour les femmes qui n'ont pas un cycle régulier ou qui ont un cycle peu fréquent, elles ne produisent pas autant d'estrogènes et les estrogènes sont vraiment importants pour la santé des tissus vaginaux et la production de sécrétion vaginale également. Donc, il y a des traitements hormonaux qui peuvent être utilisés à cet égard, qui sont très utiles. Et pour plusieurs femmes, c'est une question de santé sexuelle. Il faut parler à votre spécialiste, à votre médecin. Et je pense qu'une réponse courte, ce serait de dire qu'au niveau de la libido, ce n'est pas facile. Il faut évaluer davantage. Pour la sécheresse vaginale, c'est beaucoup plus simple à traiter. Mais si on améliore le tissu vaginal, on règle la sécheresse, la libido reviendra peut-être. Bon, enfin, il faut toujours voir ce qu'il y en est. Merci. Et pour ceux qui ont raté la séance hier, le rein et la sexualité, ce sera enregistré dans les prochaines semaines. Ce sera en ligne et on vous en avisera. Philippe, je crois que vous avez une autre question française. Ton micro est à sourdine. Mute. Je pense que ton micro est fermé. Thank you. Je prends Candesartan empêche-t-il de concevoir ou faut-il changer de médicament pour faciliter la grossesse? I am taking Candesartan. Does it prevent me from conceiving or do I need to change my medication to facilitate pregnancy? Ça, c'est embêtant. Même chez les spécialistes du rein, nous comprenons mal comment ça fonctionne. C'est un médicament qui est particulier. Vous devez vraiment avoir une conversation avec quelqu'un qui comprend bien ce médicament. Vous pouvez concevoir, même si vous le prenez, mais il faut l'arrêter au moins 8 semaines avant la grossesse. Contrairement au MNF où c'est non, évitez cela à tout prix. Alors, sur la conversation, vous pouvez devenir enceinte, mais c'est comme si vous êtes diabétique et avez une insuffisance rénale. Il faut faire attention. Donc, c'est un médicament qui protège. Vous ne l'arrêtez pas si vous ne voulez pas devenir enceinte. Mais il y a des personnes qui ont des insuffisances rénales, qui ont l'air bien contrôlées et qui prennent ce médicament. Et quand ils arrêtent, leur maladie rénale s'emporte. Donc, avant, on ne veut pas que vous l'arrêtiez trop rapidement parce qu'on peut vous donner d'autres médicaments pour contrôler la maladie. Donc, c'est complexe. Vous devez définitivement en parler avec votre néphrologue ou avec votre spécialiste de la fécondité parce qu'il y a des personnes qu'on voudra garder sur ce médicament jusqu'au moment où ils tombent enceintes et d'autres où on essaiera d'arrêter la médication et de la remplacer peu avant. Donc, si vous prenez ce médicament que vous voulez tomber enceinte, parlez-en à votre médecin et arrêtez quand il vous dira de le faire ou quand vous tomberez enceinte. L'autre question, et probablement la dernière, est-ce que la fécondité masculine peut revenir après une greffe? Ou savez-vous quels médicaments peuvent tuer? Parce que le docteur Gamlin peut s'en occuper. Oui, je dirais qu'en général, au niveau de la fécondité masculine, s'il y a un problème, s'il y a une insuffisance rénale chronique, que la personne est sous dialyse et qu'il y a une chute de la production hormonale, ça peut être réversible. Donc, on peut voir une amélioration de la santé générale, par exemple.
je ne sais pas, moi, si vous avez une greffe, vous avez une fonction rénale normale qui revient, alors, s'il n'y a pas de problème au niveau spermatique en partant, ça prendra 90 à une centaine de jours pour que le sperme soit rempli de spermatozoïdes. Donc, suite à la chirurgie, la médication, j'attendrai quelques mois, mais je vous dirais que oui, c'est tout à fait possible, même c'est très probable que le sperme et sa qualité s'améliore après une greffe. Bon, pour ce qui est des femmes, le principal médicament qui est difficile, ce sont les cyclophosphamide pour le sperme. Je suis loin d'être une spécialiste du rein, mais je ne pense pas qu'on utilise ce médicament à grande échelle à l'heure actuelle. Donc, si vous prenez des cyclophosphamide depuis longtemps, je ne pense pas qu'il y ait d'autres médicaments qui aient un effet à long terme sur la production de sperme. Donc, oui, dans ce cas-là, vous voudrez peut-être voir un spécialiste de la fécondité, mais le sperme est assez résilient. Et si on vous a mis sur des suppléments de testostérone, eh bien, ça va arrêter la production de spermatozoïdes. Donc, il est possible qu'on vous ait donné ça pour des symptômes. Mais après une greffe, si vous voulez que votre femme tombe enceinte, vous devez arrêter ça. Et laisser le temps au corps de se débarrasser de tout cela avant que votre production de sperme revienne à la normale. Est-ce que je peux ajouter deux choses? Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Si votre néphrologue ou quelqu'un vous recommande des cyclophosphamides et que vous n'avez pas encore d'enfant, la banque de sperme est également une option, quelque chose que vous devriez peut-être considérer. Bien sûr, vous devriez vous voir référer rapidement à une clinique de fécondité, ne serait-ce que pour la banque de sperme ou donner un échantillon avant de commencer le médicament. Donc, ça pourrait être une belle option. Et autre chose à considérer, je parlais beaucoup du MNF et en fait, les hommes peuvent prendre ce médicament, la metformine, au moment de la conception. Que les hommes le prennent ne pose pas de problème et ne posera pas de problèmes congénitaux. C'est seulement pour les femmes. Donc, vous n'avez pas à vous casser la tête. Au nom de la Fondation du Rein, et de toute cette discussion sur la fécondité et le planning familial. Et merci à tous ceux qui ont participé. Mais si vous avez d'autres questions, si on n'a pas répondu à votre question, vous pouvez envoyer un courriel à programme.rein.ca et ce sera aussi dans le chat. Et je vous remercie tous pour avoir participé. Merci.